Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence réalisée par Movadom et Adaptia. Aujourd'hui, nous allons parler du financement de l'adaptation du logement. Cette visioconférence est financée par la conférence, pardon. Allez, je le refais. Cette visioconférence est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Merci d'être si nombreux avec nous aujourd'hui en direct. Alors, en direct, vous avez l'avantage de pouvoir poser vos questions à Aurélie et d'avoir un temps d'échange à la fin qui ne sera pas enregistré. Si vous nous regardez en visio, sachez que vous n'avez pas accès à ce bonus. Donc, je vous invite à vous inscrire sur movadom.eventbrite.com pour nous rejoindre pour nos prochaines visioconférences en direct et poser vos questions à nos intervenants. Donc, moi, je vais me présenter rapidement. Je suis Pascal. Je suis là pour vous accueillir, pour vous encadrer, pour gérer les éventuels problèmes techniques. Et puis, pour ceux qui sont en direct, vous pouvez poser vos questions dans la barre de conversation. Et soit j'interromprai Aurélie si on est dans le même timing pour qu'elle puisse répondre à cette question. Sinon, on les récupérera à la fin de cette visioconférence pour approfondir le sujet. Aurélie, je te laisse prendre le contrôle. On va faire un petit coucou à Gwendoline qui vient de nous rejoindre. Alors, Gwendoline d'Adaptia, pas notre Gwendoline Cotresse de Movadom, qui se connaissent bien toutes les deux, qui assiste à cette visioconférence. Et donc, Aurélie, je te laisse prendre le contrôle. Ah, on a un petit Ouais, il y a micro. eu un écho. Ouais. Je te laisse prendre le contrôle de la présentation pour dérouler les diapos et puis te Ok. présenter et nous présenter ton sujet du jour. Ok. Alors, voilà. Hop. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Aurélie Tirolois. Je suis assistante sociale de formation et j'interviens en fait en tant qu'assistante sociale libérale depuis plusieurs années. Essentiellement, on va dire, dans des centres de réadaptation, de services social du travail également, pour des personnes qui ont subi un accident de la vie, un accident du travail ou un accident de voiture. Et mes missions principales, en fait, c'est de pouvoir déjà leur faire connaître leurs droits par rapport au handicap, hein, pour leur réinsertion dans la vie quotidienne, sociale, professionnelle, etc. Et de voir aussi comment on va pouvoir faciliter leur quotidien en adaptant leur véhicule. Mais surtout, le sujet qui nous intéresse là ce matin, c'est l'adaptation de leur logement. Alors, je me permets juste de couper ma caméra pardon, le temps de la présentation pour éviter que mon réseau bug un peu. Ça marche. Voilà, Par je la contre, il faut que rallumerai tu prennes après le pour les contrôle, il faut questions. que tu fasses contrôler en haut à gauche pour les diapos. Contrôler. Ah oui, bah oui. Ah oui, c'est le nouveau Voilà, Teams et parfait. du coup, j'ai plus Ouais. l'habitude. Ok, super. Donc, on est bien sur la diapo 5. Oui, tout à fait. Aménager son... Ouais, Oui, oui. ok, super. Donc là, le sujet de ce matin, c'est donc l'adaptation du logement et notamment quelles sont les aides possibles. Euh, alors, la perte d'autonomie et de mobilité, qu'elle soit liée à l'âge ou à une situation de handicap, elle nécessite d'adapter son logement pour pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible, ce qui est bien souvent le choix de la personne. Donc l'adaptation du logement, on va le voir ce matin, n'est pas voilà, si évidente que ça. Il y a plusieurs aides possibles. Est-ce qu'elles sont cumulables ou pas? Est-ce qu'on peut en bénéficier, qu'on soit propriétaire ou locataire? Enfin voilà, ces sujets, on va les aborder ce matin. Euh, pour faire une petite introduction, on considère que les projections démographiques actuelles, elles prévoient quand même une hausse de 50% en fait, des personnes âgées de 75 à 84 ans d'ici 2030. Donc, ce qui va nécessiter aussi une adaptation des logements, une nécessité des logements, notamment principalement par les risques qui vont être liés aux chutes pour éviter les hospitalisations à répétition, voire des situations qui vont devenir invalidante temporairement ou définitivement. Alors, tous ces éléments-là, en fait, ont donné lieu là, ça c'est entré en vigueur au 1er janvier à une nouvelle prestation possible qui alors, est censée, on va dire,
remplacer et fusionner trois dispositifs qui existaient auparavant. Donc, je passe sur le diapo voilà, concernant. C'est la prime Adapt. Donc, vous en avez peut-être entendu parler. Donc, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est un tout nouveau dispositif hein, puisqu'il a 6 mois. Euh, Moi, je suis, dans ma présentation, je ne vous l'ai pas dit, je suis du 59 des Hauts-de-France. Là, c'est vrai qu'actuellement, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul hein, par rapport à on va dire, à la mise en place concrète sur le terrain avec le nombre de dossiers, comment dire, les délais d'attente, etc. Toujours est-il que nous, en tant que travailleurs sociaux, c'est quelque chose qui quand même facilite un petit peu le quotidien, puisque ce dispositif donc remplace et fusionne trois autres dispositifs. Donc, il y avait le programme Habiter Facile, le dispositif Bien vieillir chez soi de la CNAV, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et donc le crédit d'impôt. Donc, la prime Adapt, c'est un dispositif qui est proposé par l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Alors, le but de cette prime, c'est que les critères d'éligibilité soient simplifiés, que le financement qui reste à la charge en fait, de la personne qui fait la demande soit limité, que le logement puisse être adapté dans sa globalité et normalement, voilà, un parcours de l'usager qui est simplifié. Alors, je dis normalement, voilà, un petit peu en rigolant parce que c'est un dispositif qui est assez nouveau, donc c'est vrai que, ben voilà, au démarrage, les professionnels ne sont pas forcément toujours voilà, au clair de la démarche, puisqu'il y a des choses qui changent, des interlocuteurs qui changent. Mais on est là ce matin voilà, pour pouvoir mettre ces informations-là de manière assez claire pour vous. Alors, la prime Adapt, donc pour quel public? Donc, le périmètre de la prime Adapt, ça s'adresse donc aux personnes qui vont être soit âgées de plus de 70 ans, soit des personnes en situation de handicap. Pour logiquement, voilà, on va dire les ménages modestes et très modestes, on verra les barèmes plus tard, qui sont dans leur résidence principale, donc c'est-à-dire qu'ils soient propriétaires ou alors locataires du parc privé. Donc c'est-à-dire que si vous êtes locataire d'un bailleur privé, voilà, d'une ESCI, etc., c'est possible de solliciter la prime Adapt. Ça ne sera pas possible pour les personnes qui vont être locataires d'un bailleur social, les HLM, puisque eux ont d'autres en fait, ont d'autres dispositions pour tout ce qui va être les logements pour les personnes à mobilité réduite PMR. Alors, quel justificatif enfin, voilà, on va avoir besoin pour justifier de son handicap? Alors, il va falloir une décision de la MDPH, Maison départementale des personnes âgées, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, pardon, je vais vite, qui va reconnaître en fait l'éligibilité pardon, à une des trois allocations ci-dessous. Alors, pour ceux qui sont familiers avec le dossier MDPH, ça peut parler. Pour les autres, c'est vrai qu'on est beaucoup sur des sigles et on peut s'y perdre assez rapidement. Donc, il faut avoir une reconnaissance d'allocation adulte handicapé. Donc, l'AH, elle garantit un minimum de ressources pour les personnes qui ne sont pas en capacité de travailler. Soit avoir une AEEH, donc là c'est une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, donc là c'est quand vous êtes les parents voilà, d'un enfant en situation de handicap. Une prestation de compensation du handicap, donc c'est justement cette fameuse, on va dire, notification qui fait que soit on a la mise en place d'aides techniques à domicile, d'aide humaine, mais la possibilité aussi donc d'adapter le logement, ou après il se base sur un taux d'incapacité voilà, d'au moins 50%. Alors, pas d'inquiétude dans enfin, voilà, on va dire ces explications de justificatifs. Quand vous faites un dossier MDPH, et on verra le parcours après, dans tous les cas, en fait, dans la notification, la MDPH va vous dire OK, on vous accorde votre notification ou non, on n'accepte pas. Nous considérons que votre taux d'incapacité se situe voilà, entre 50 et 80, inférieur à 80 ou supérieur à 80%. Donc voilà, ça va être vraiment finalement la notification de la MDPH avec le justificatif qui va permettre d'accéder ou non au dispositif. On parle également de GIR. Alors c'est pareil, hein, le GIR, ça parle pas à tout le monde. En fait, le GIR, donc c'est un groupe ISO ressources qui permet d'évaluer la perte d'autonomie ou la dépendance, on va dire le taux de dépendance d'une personne. Ce GIR, il va de 1 à 6.
Quand on est en GIR 6, c'est quelqu'un qui va être enfin, tout à fait autonome. Quelqu'un en GIR 1, c'est quelqu'un qui va être très dépendant. Soit dépendant physiquement, donc on va dire quasiment alité, soit dépendant au niveau cognitif et qui n'aura plus ses facultés, ses facultés d'orientation, etc. Ça peut être également les deux. Donc voilà, le GIR va être également dégressif. Qui évalue le GIR? Bien souvent, c'est un médecin traitant, un médecin, mais ça peut être aussi une ergothérapeute. Souvent, dans leur rapport, en fait, il est demandé aux ergothérapeutes de pouvoir codifier voilà, ce GIR sur les possibilités de ce que peut faire la personne ou pas. Est-ce que déjà par rapport à ces sigles, c'est clair ou pas? N'hésitez pas voilà, à mettre s'il y avait une question ou à lever la main pour qu'on puisse déjà éclaircir ce premier diapo avant de passer à la suite. Donc là, au niveau des critères d'éligibilité par rapport à la notification ou au GIR. Il n'y a pas de main levée, a priori. A priori, tout le monde est au courant. Tout le monde est au clair. Ah, Si, Jamila. Jamila, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans la barre de conversation, Jamila. Alors, On reviendra ah oui, peut-être dessus. d'accord. Je pensais qu'il y avait une question, mais c'était... Voilà, oui, d'accord. Du coup, je poursuis. Alors, je te laisse me dire s'il y a des questions. Alors, est-ce que les personnes âgées de plus de 70 ans sont hors critères? Non, justement. Non, pas du tout. Non, non. En fait, automatiquement, les personnes de 70 ans vont être dans les critères. Mais pour les personnes qui vont être, donc là, ils disent entre 60 et 69, puisqu'en fait, on est considéré personne âgée à partir de 60. Même si à 60 ans, on peut toujours être en activité, hein. Mais voilà, donc à partir de 60 jusqu'à 69, ça va être cette condition en fait de GIR, donc c'est-à-dire finalement de perte d'autonomie, hein, qui est une dépendance. Donc ça peut être une dépendance complète et totale, mais ça peut être juste voilà, une assistance ou une stimulation. Et en dessous de 60 ans, là, ça va être le critère de situation de handicap avec l'une des notifications ou voilà, le pourcentage d'incapacité qui a été donné par la MDPH. Je vois aussi une question par rapport à est-ce qu'on peut bénéficier de la prime ADAPT à titre préventif? Alors ça a toujours été la grande question. C'est vrai que le but, ça serait de prévenir la perte d'autonomie. Mais malheureusement, on va pouvoir en fait déclencher ces dispositifs-là, comme vous le voyez, en fait, quand on a l'un des justificatifs en sa possession, quoi. Donc, malheureusement, en fait, on peut pas. En fait, on peut se renseigner, voilà, sur ce qui existe, mais on va pas pouvoir anticiper par rapport là au financement de l'adaptation du logement, voilà, quand il y a une nécessité. Alors, la précision de la question, c'est dès que la personne âgée à 70 ans, elle est éligible sans autre critère. Elle va être éligible. Dans tous les cas, de toute façon, il va y avoir un dossier à monter. On va y venir plus tard, donc je réponds juste après. Il n'y a pas de souci, hein, Jamila. Je précise après. Voilà, je vais juste couper mon téléphone parce qu'à chaque fois qu'il y a une question, du coup, ça vibre aussi. Alors, hop, voilà. Alors, donc là, c'est juste un petit récapitulatif des évolutions en fait de la prime ADAPT par rapport aux autres dispositifs qu'on a vus avant. Ce qui reste inchangé, c'est que cette prime, elle est possible aussi bien qu'on soit propriétaire ou locataire du parc privé. Et ensuite, au niveau de ce qui change, on a surtout en fait les critères d'éligibilité, les taux de subvention, le plafond des travaux et ce qu'ils appellent l'accompagnement AMO. C'est-à-dire qu'avant, voilà, on montait son dossier sur Internet. Le papier, maintenant, c'est beaucoup plus rare. Tout est dématérialisé, ce qui ne facilite pas forcément, voilà, selon le public. Donc, j'y reviens après pour l'AMO. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, on va devoir passer par un organisme supplémentaire pour faire valoir les droits sur ce dossier.
Là, ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir quels vont être les travaux qui sont finançables dans le cadre de cette prime ADAPT. Donc, on a tous les travaux qui sont relatifs à l'adaptation en fait de tout ce qui est installation sanitaire, hein, donc salle de bain. Souvent, c'est transformation d'une baignoire avec baignoire à porte ou de l'installation d'une douche sans seuil, des toilettes rehaussées, enfin, des bornes d'appui, des mains courantes, etc., etc. On a tout ce qui va être accessibilité du logement, donc la création d'une rampe d'accès, l'installation d'un monte-escalier ou d'un ascenseur, de plateformes élévatrices, l'amélioration de la circulation intérieure, donc notamment pour tout ce qui va être les aires de rotation pour les fauteuils roulants, hein, l'élargissement des passages, etc. Et l'aménagement éventuellement voilà, d'une pièce qui va être dédiée à la personne. Si par exemple on est sur une maison à étage et dormir à l'étage n'est plus possible, voilà, on va pouvoir transformer une pièce du rez-de-chaussée qui va être dédiée à la personne. Les autres travaux qui peuvent être compris, c'est des créations de pièces supplémentaires, hein, exactement par rapport au premier élément, hein, donc c'est-à-dire avec la création d'une unité de vie dédiée à la personne et l'installation de meubles pour les personnes, pour la personne à mobilité réduite. Est possible aussi, dans le cadre du coup, enfin voilà, du handicap, de faire aussi installer des volets électriques et motorisation de volets roulants. Puisqu'on imagine par exemple, euh, une personne qui a des volets en bois et qui doit sortir tous les matins les ouvrir et tous les soirs les fermer, enfin voilà, ça peut ne pas être possible, hein. On imagine que par exemple c'est des cailloux devant, donc le fauteuil roulant ne pourra pas accéder au volet. Voilà, ça ce sont aussi des travaux qui sont possibles d'être finançables. Et donc c'est pour ça que dans tous les cas, dans le montage du dossier, il y a vraiment une visite à domicile qui est réalisée par l'ergothérapeute parce que enfin, voilà, l'ergothérapeute va regarder tous les aspects de la vie quotidienne, pas seulement l'intérieur du domicile, mais aussi l'extérieur et les gestes du quotidien pour que dans notre demande, voilà, on n'oublie pas un élément. Voilà. Je vois qu'il y a, oui, si les personnes n'ont pas d'adresse mail, comment faire? Alors, c'est possible en fait de déléguer votre dossier à quelqu'un, donc soit à un travailleur social ou soit à quelqu'un de la famille. Ça, c'était déjà le cas avant. De toute façon, on pouvait toujours, en gros, faire une procuration hein, sur votre dossier pour que ça soit quelqu'un d'autre qui puisse le gérer. Bon, alors, après avoir, hein, moi, je sais que je me suis déjà retrouvée à créer des adresses mail à des personnes de plus de 70 ans. Enfin, voilà, si elles le souhaitaient, hein, moi, je ne force à rien. Ou alors, après, bah oui, de déléguer à quelqu'un pour le suivi du dossier. Donc la prime ADAP ne prendra pas, mais comme tous les autres dossiers, enfin, financements finalement, ne prendra pas en charge les travaux qui ne sont pas rattachés au logement, hein. Donc on peut créer une pièce supplémentaire, mais maintenant, voilà, créer, on va dire, une dépendance pour faire de la location, voilà, ça ne sera pas possible. Alors voilà, je dis ça en souriant, mais ça c'est déjà vu hein, dans les devis. Et la prime ADAP ne prendra pas en charge non plus des travaux qui vont entraîner un abonnement pour l'usager, donc installation de téléalarme, bracelet anti-chute, etc. Voilà, c'est pas dans le cadre de ce dispositif-là. Alors, qui paye l'ergothérapeute? C'est une bonne question. Euh, eh bien, souvent, c'est la personne elle-même qui va payer l'ergothérapeute. Alors, il y a, on va dire, entre guillemets, deux possibilités. La première possibilité, c'est celle que moi je vois souvent puisque j'interviens en établissement médico-social. La personne est hospitalisée dans un centre de rééducation où il y a une ergothérapeute et donc voilà, souvent moi je fais la visite à domicile en binôme avec l'ergothérapeute et dans ce cadre-là, le bilan est réalisé dans le cadre de l'hospitalisation et la personne ne paye pas, voilà, ne paye pas le bilan. Maintenant, pour quelqu'un qui serait à domicile et pour laquelle ça devient compliqué, c'est elle qui va financer l'ergothérapeute, puisque l'ergothérapeute est un professionnel qui va être voilà, en libéral. Euh, Moi, ce que je fais dans les montages des dossiers, c'est qu'on met aussi la facture de l'ergothérapeute pour voilà, essayer d'englober finalement enfin, voilà, dans les travaux généraux la facture de l'ergothérapeute. Alors, euh, du coup, concrètement, comment ça se passe? Comment on fait son dossier? Alors,
Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est ce que je vous dis, et c'est finalement, parce que là, on vous parle aussi d'espace physique, mais pour avoir testé l'espace physique va vous renvoyer finalement vers l'espace numérique. Donc voilà, c'est la création de votre espace sur le site voilà, France Rénov. Et donc là, alors le site est très bien fait. Voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer ensuite et à être guidé hein, finalement dans la construction de votre dossier, de pouvoir ajouter des pièces justificatives, etc. Alors, ça nécessite déjà d'avoir un équipement informatique et de pouvoir maîtriser tout ce qui va être bah oui, scan, ajout, pièces justificatives, etc. Sinon, vous avez des espaces physiques, hein, les espaces Conseil France Rénov, que vous pouvez trouver également voilà, sur Internet voilà, pour avoir, on va dire, un interlocuteur de proximité qui pourrait voilà, éventuellement vous aider à constituer le dossier. Mais on va être que sur finalement de l'écoute du conseil et de l'information, puisqu'on va dans tous les cas vous renvoyer vers la création en fait, numérique de votre dossier. Alors, je me permets du coup, en même temps, il y a des questions en parallèle. Donc, est-ce que les mutuelles prennent en charge? Comment le savoir? Quel autre organisme contacter? Alors, au niveau des autres organismes à contacter, on va le voir après. Au niveau des mutuelles, alors bah, peut-être, il y a des mutuelles qui prennent en charge. Tout dépend en fait des garanties. Hein. C'est un peu comme des fois les consultations psychologues, les consultations ostéopathes, etc. C'est à voir dans les garanties. Voilà. Des fois, il y a même des mutuelles qui prennent en charge aussi travail social libéral, en fait. Donc, ça, moi, je peux pas, j'ai pas de listing de mutuelles. Il faut contacter directement. La question, alors, BRT, c'est qui établit un diagnostic dans un appartement? Donc, diagnostic, c'est-à-dire au niveau de la perte d'autonomie, voilà, ça sera l'ergothérapeute. L'ergothérapeute, c'est voilà, la personne qui va pouvoir faire la visite à domicile, voir voilà, les difficultés que la personne rencontre et aussi établir des préconisations, puisque l'ergothérapeute aussi enfin, voilà, elle a connaissance en fait du matériel médical voilà, qui existe, des possibilités. Donc, elle va faire des préconisations en fait hein, dans la fin de son bilan. Préconisations qui vont être utiles ensuite quand vous allez faire passer une ou deux entreprises pour avoir un devis pour justement en fait chiffrer ce coût de travaux. Alors, si la personne de plus de 70 ans déménage et se retrouve dans un nouveau logement, pourra-t-elle à nouveau bénéficier de cette aide? Alors ça, c'est une bonne question. J'avoue que je ne sais pas. Enfin, je peux me renseigner, mais là, comme ça, je ne sais pas. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'ANA, en fait, souvent, il y a des critères où vous ne pouvez pas, en fait, enfin, voilà, ils vous attribuent une prime, mais vous ne pouvez pas déménager pendant les 5 ans, etc., ou 6 ans. Enfin, selon les primes qu'ils attribuent, voilà, il y a des critères. Sinon, si vous déménagez enfin, voilà, avant cette date convenue, vous devez rembourser la prime. Voilà, ça c'est ce que je sais. Après, est-ce que vous pouvez à nouveau en bénéficier? Je pense que dans tous les cas, il y a de toute façon enfin voilà, un délai à respecter, hein. Là, le but, en fait, quand on monte ce dossier, c'est que la personne, voilà, dans l'idéal, c'est vrai que c'est pour du maintien à domicile et pour que la situation puisse se pérenniser, en fait, dans son logement. Donc, voilà. Mais après, oui, pourquoi pas poser la question à France Rénov'. Ce qui est c'est sûr, c'est qu'il y a des délais, mais là, je les ai pas en tête. C'est vraiment une aide qui est assez récente, hein. Alors là, je vous ai remis, alors du coup, je ne sais pas pour vous si c'est assez lisible, mais voilà, un petit peu le parcours de l'usager hein, dans le cadre de la prime adap. Donc voilà, la prise d'information, on vérifie son éligibilité, comme on a vu donc avec sa situation. Il y a un plafond de ressources que je vous mets après. Et ensuite, voilà, la création du dossier, l'orientation vers un organisme habilité, la visite à domicile, la réalisation en fait voilà du devis par un professionnel et ensuite ben voilà l'accord de subvention, la réalisation des travaux, etc., etc., et réception de la subvention. Idéalement, voilà un parcours, enfin voilà, un parcours assez classique quand on demande une aide, hein, voilà, constitution du dossier, vérification des pièces, hein, voilà, etc., et ensuite la subvention.
Alors, je vois qu'il y a aussi des commentaires par rapport à l'Agir Carco, voilà, etc. Oui, ça, j'y viens après hein, sur les autres possibilités. Là, on est vraiment sur les gros dispositifs d'aménagement du domicile. Euh, donc Olivier, oui, après il y a les agences France Service dans les villages, oui. Nous, sur notre secteur, le 59, on a aussi le bus du département, hein, qui est un bus bleu et qui, bah, voilà, qui s'installe une fois par mois, je crois, sur les places de village pour aussi faire toute cette première information sur les droits possibles. Alors, Jamina, toi, tu dis que c'est assez complexe. Alors, le lien, de toute façon, alors moi, c'est vrai qu'il est sur le diapo, mais dans tous les cas, en tapant France Rénov ou Prime Adapt, vous allez forcément tomber sur le site internet, vous ne pouvez pas vous tromper. Et en effet, il faut créer un compte France Rénov. Et ça renvoie automatiquement, en effet, sur PrimeAdapt. Et il n'y a pas de souci, tu n'as pas à t'excuser pour les questions. On est là pour ça. Mais c'est vrai que je l'ai dit dès le début, on n'est pas sur un parcours qui est facile, c'est assez complexe. Et c'est même décourageant. Voilà, c'est même décourageant. Je l'avais dit sur une précédente vidéo il y a plusieurs années. Il y a plus de 10 ans, j'avais été confrontée à ça pour mes grands-parents. Et donc à l'époque, bon, voilà, je devais être assistante sociale pour 1 ou 2 ans. Et même moi qui, on va dire, suis assez familière en fait, voilà, de l'administratif, j'avais trouvé ça très compliqué avec des interlocuteurs, voilà, de partout. Et c'est vrai que dans certains patients que j'accompagne, ouais, c'est tellement décourageant que certains voilà, préfèrent financer, ne rien avoir à demander, ne rien avoir à faire parce que pour eux, c'est vraiment presque insurmontable en fait ce parcours administratif. Et en effet, c'est la personne qui va avancer les frais et qui va se faire qui va se faire rembourser ensuite. Alors, souvent, vous devez attendre de toute façon vous ne pouvez pas entamer les travaux avant d'avoir l'accord de subvention. Si vous entamez les travaux, euh, la France Rénov va considérer que bah, du coup, vous ne sollicitez plus la prime. Donc en fait, il faut attendre cet accord de prime pour commencer les travaux. Si vous remettez l'accord de prime à votre entrepreneur, enfin voilà, lui, il sait que derrière, il n'y a pas de souci, vous allez avoir votre subvention. Donc, euh, il va accepter voilà, de ne pas encaisser votre chèque ou de s'arranger. Enfin voilà, ça c'est très fréquent, il n'y a pas de souci, ils ont l'habitude puisque c'est de toute façon le fonctionnement. Donc voilà, pas d'inquiétude. Hop. Alors du coup, donc là on est sur rapidement les barèmes en fait de ressources au niveau donc de l'ANA hein, par rapport à votre situation. Donc je détaille pas, enfin on les retrouve en fait sur le site de l'ANA. Donc en fonction de votre situation, hein, combien de personnes sont au niveau du foyer. Donc voilà, vous voyez qu'il y a deux barèmes, hein, très modeste et modeste. Et donc du coup voilà en fonction vous avez la subvention, mais on n'a pas j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas de montant de subvention type qui peut être accordé. Voilà, en gros, du coup, pour la prime Adapt. Alors, j'ai le cas d'une personne âgée qui a dû emprunter avant de se faire rembourser. Ouais, ça arrive aussi. Ça arrive aussi quand on a des personnes ouais, qui souscrivent à un prêt pour payer les travaux et se faire rembourser après. Euh, Moi, sur mon secteur, donc encore une fois le 59, on est à peu près à 3 4 mois voilà, pour obtenir le remboursement. Bon, après, voilà, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est pas rapide? Je pense que ça, c'est l'appréciation voilà, de chacun, hein, mais bon. Euh, malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà pour la prime adapt. On a ensuite donc deux autres dispositifs. Alors attention, qui ne sont pas cumulables ensemble, mais qui sont cumulables avec la prime adapt. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, on a la PCH, donc la prestation de compensation du handicap qui est délivrée par la MDPH, et l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, qui est versée par le département. Alors, souvent, c'est des prestations qu'on va connaître plus dans le cadre du maintien à domicile, de l'aide à domicile.
Mais ce sont aussi des prestations pour lesquelles, oui, en effet, vous pouvez avoir des aides pour, enfin, voilà, pour du matériel ou pour de l'adaptation de domicile. Donc, ça concerne des pathologies, enfin, des personnes qui ont des pathologies chroniques ou des pathologies aiguës, et ça concerne bien évidemment le vieillissement. Alors, pour tenter de caricaturer un petit peu, euh, plus de 60 ans, on va plutôt orienter vers l'APA. Moins de 60 ans, on va plutôt orienter vers la PCH, puisque l'APA, c'est à partir de 60 ans, et que après, voilà, vous avez le choix, soit à partir de 60 ans, entre PCH et APA, si vous avez déjà eu des droits, en fait, MDPH auparavant. Par exemple, une reconnaissance travailleur en situation de handicap, ou une carte d'invalidité, ou une carte de stationnement. Donc voilà, il faut qu'il y ait une pathologie qui montre que voilà, l'environnement peut être générateur d'obstacles. Là, on repense encore peut-être à notre, enfin voilà, à notre, nos chutes à domicile qui peuvent être très fréquentes, pardon. Et donc, il y a besoin d'une compensation technique. Alors, il s'agit d'un aménagement du logement, en fait, donc lorsque le matériel il est fixé au bâti et que l'installation, la désinstallation, pardon, font habituellement intervenir un artisan. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer à la FDPH ou à l'APA voilà, votre devis de Leroy Merlin parce que vous allez installer vous-même en fait, votre barre d'appui. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Il faut bien que ça soit voilà, un artisan qui vous fasse en fait le devis et pour le matériel, mais également pour la pose, puisque lui, derrière, forcément, et voilà, il y a des garanties logiquement, voilà, de points de vérification et de sécurité. Euh, Donc là, moi, je vous ai mis voilà, une petite attention. Donc, il n'est pas nécessaire que vous soyez en fait propriétaire du logement pour bénéficier de l'une de ces prestations, mais il faut l'accord du propriétaire. Ben oui, forcément, parce que si vous faites des aménagements de domicile, il faut que le propriétaire, enfin voilà, le propriétaire soit d'accord, parce qu'il ne faudrait pas que éventuellement par la suite, voilà, ça le défavorise si jamais il doit relouer son logement. Alors, et lorsqu'il s'agit de subventions pour l'installation d'un ascenseur en copropriété? Alors ça, oui, c'est une très très bonne question. Alors, j'imagine qu'il y a un syndicat de copropriété, que ça se joue au vote. Alors, ce qui est compliqué, enfin, ce qui est un peu compliqué là-dedans, c'est que il va falloir en fait faire intervenir peut-être d'autres types de financement. Puisque là, sur les financements dont on parle ce matin, donc la prime adapt, la PCH et l'APA, on est bien en fait sur des dossiers qui vont être nominatifs. C'est bien la personne qui fait son dossier. Même si la personne elle est locataire, on l'a vu du parc privé, c'est bien voilà un dossier à son nom et c'est pas un dossier au nom du propriétaire. Donc là, dans le cas d'une copropriété, ne peut pas faire un dossier voilà, au nom de la copropriété. Donc là, il va falloir voir. Alors souvent, il y a aussi des organismes dans les familles de copropriété qui peuvent voilà, vous accompagner au montage de ces dossiers, mais du coup, on n'est pas là sur les mêmes pardon, financements. Est-ce que ces aménagements doivent être validés par France Rénov? Alors là, non, pas du tout. On est sur un autre dispositif. On est sur un autre dispositif. On est donc, il y avait la prime adapte d'un côté et de l'autre, on a la PCH et l'APA. PCH et APA ne sont pas cumulables ensemble, mais PCH ou APA, du coup, peuvent être cumulables avec la prime adapte. Donc, c'est-à-dire on peut solliciter une aide financière supplémentaire. Alors, les pièces éligibles, on l'a vu un peu tout à l'heure, tout ce qui va être accès au logement, chambre, salle d'eau, séjour, toilette, enfin voilà, ça change pas. Et uniquement dans le cadre de l'APA, pardon, éventuellement la terrasse et le jardin. Voilà, je vais un peu plus vite parce que c'est vrai qu'avec la présentation de la prime adapte, maintenant le nouveau dispositif, du coup, il y a beaucoup plus d'éléments. Alors, hop, j'arrive pas à passer. Hop, voilà. Alors, les types d'aménagement, ils doivent concerner l'accessibilité, la sécurité et faciliter l'intervention d'un aidant. Donc, voilà tout ce qui peut être pris en compte. Finalement, on en revient au même que la prime adapte. On
on ne va pas prendre en compte des travaux d'insalubrité, de mise aux normes, d'aménagement des parties communes. Hein, du coup, si ça répond à la question de ces Berthet. Voilà, ça ne relèvera pas de la PCH ou de l'APA. Alors, au niveau du financement de la PCH, donc voilà, on a le montant qui est maximal attribué sur un certain nombre voilà, d'années pour quel type de travaux. Également, pareil hein, pour l'APA au niveau du calcul. Alors, c'est vrai qu'on voilà, là, contrairement à la prime adapt où je ne peux pas vous dire combien va vous être attribué, alors la PCH c'est pareil, hein, je ne peux pas vous dire, mais voilà, ce sont les montants maximum qui peuvent être attribués. Et donc, comme je vous l'ai dit en début, ça peut être cumulable avec de la prime adapt. Alors, comment se passe la demande? Alors, on fait une demande de dossier. Donc là, il n'est pas forcément dématérialisé, hein. Vous pouvez l'avoir auprès d'un travailleur social, auprès de la mairie. Enfin voilà. Faites votre demande. Donc, dossier administratif, dossier médical. Et encore une fois, hein, voilà, le bilan d'ergothérapeute, votre devis, forcément, puisqu'ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut modifier dans votre logement, mais aussi ben voilà, le coût potentiel. Ensuite, les équipes vont faire intervenir une équipe à domicile. Donc, bah, il va y avoir à nouveau une visite d'un ergothérapeute. Donc, cette fois-ci, voilà, vous ne paierez pas. Mais dans la procédure, voilà, la MDPH ou l'APA vont faire réintervenir, eux, une ergothérapeute. Et ensuite, voilà, il y aura des préconisations avec une proposition, en fait, voilà, de plan et de financement. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que je suis passée un peu plus rapidement sur la PCH et l'APA. Donc, voilà, n'hésitez pas s'il y avait des questions. Mais voilà, je voulais vraiment qu'on puisse encore avoir du temps pour échanger. Comme l'a dit je ne sais plus qui tout à l'heure, en effet, donc ça, on est sur les trois principaux dispositifs qui vont être ouverts voilà, à tous. Mais en plus de ça, en effet, on peut avoir certaines aides par la mutuelle ou par ces caisses de retraite. Alors moi, je ne peux pas faire un diapo sur chaque mutuelle et chaque caisse de retraite parce que bah, voilà, ça serait trop compliqué, beaucoup trop long parce qu'il en existe voilà, une multitude. Mais après, voilà, propre à vous aussi de vous renseigner auprès du service social de votre caisse de retraite, de votre complémentaire. En effet, on parlait de la GER-Carco tout à l'heure et de votre mutuelle sur les possibilités. Voilà, sachant que bien souvent, ces possibilités sont également cumulables avec PCH et ou APA, plus la prime adapt. Moi, voilà, en termes de logement, ce que je vous conseille, c'est que voilà, si vraiment il y avait des questions, bah, c'est de se renseigner auprès de l'ANIL, hein, qui est l'agence nationale enfin, de l'information sur le logement. Voilà, que vous soyez propriétaire, voilà, locataire, en litige, pas en litige, qu'il y ait des problèmes de loyer ou autre. Enfin, là, surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'adaptation de logement. C'est de contacter l'ANIL. Alors moi, je vous ai mis le site internet, mais vous avez des interlocuteurs de proximité en fait sur chaque territoire et qui permettront voilà, de vous orienter sur ce qui est possible et sur voilà, les différents dossiers à monter. Après, encore une fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations là en une heure et ça peut paraître un peu, comme on l'a dit, voilà, décourageant, mais n'hésitez vraiment pas voilà, à contacter des organismes et à solliciter aussi des travailleurs sociaux pour qui voilà, c'est le métier et qui ont l'habitude et qui sauront un petit peu voilà, vous accompagner et peut-être pas dédramatiser tout le parcours administratif. On a Olivier Voilà, je suis à votre disposition. qui nous signale Oui, que certaines mairies ou intercommunalités peuvent aussi participer aux travaux, au financement des travaux. ok. Donc, il faut vraiment se Euh, renseigner auprès de tout le monde, en fait. ouais. Ça Bah, frappe à en toutes les fait, portes. la prime adapte, en fait, l'ANA, souvent, c'est ça, en fait, hein. Ils sont délocalisés sur des territoires et donc souvent sont portés par des communautés de communes. Donc, quand vous avez une prime ANA, souvent, ouais, elle vient de la communauté de communes. Très bien, merci beaucoup, Ouais, j'avais une question. Ouais. En Val d'Oise, Aurélie. qui sont les AMO? Alors, j'avoue que je ne sais pas, puisque moi, j'ai la liste forcément sur le 59, je crois. Mais en fait, enfin, je sais pas si je vous montre à la caméra, je sais pas si du coup vous allez voir, mais en allant
Hop. En fait, sur le site de l'ANA, vous tapez AMO pardon, de votre département et on va vous transmettre, la liste. Merci beaucoup Aurélie. On a de nombreuses questions. On va ouvrir les micros à la fin de cette conférence. En attendant, je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. C'est important pour que vous le fassiez, puisque oui, Adapsia n'est pas un AMO. C'est important donc que vous remplissiez ce questionnaire pour que l'on puisse faire un retour à nos financeurs de votre satisfaction. Et puis vous avez un petit champ libre où vous pouvez nous donner des informations sur des sujets que vous voudriez que dès l'année prochaine on fasse des visioconférences là-dessus. Merci Jamila, merci Olivier pour toutes ces infos et ces questions. Merci à tous. Je vous mets la petite diapo sur tous nos projets de Movadom. Donc vous avez le lien pour vous inscrire à toutes nos visios. Donc je vous l'ai dit en début de visio, c'est movadom.eventbrite.com. Vous pouvez télécharger également sur le site movadom.com le livre audio et le podcast sur les déménagements des seniors, avec de nombreux témoignages et de nombreuses indications sur comment mieux vivre son déménagement. Et puis notre chaîne YouTube, où vous pouvez retrouver tous nos replays. Et le replay de cette visioconférence sera disponible dès cet après-midi. Si vous avez la moindre question, vous nous envoyez un petit mail à contact@movadom.com et je vais encore remercier la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine, la CNSA, Gwendoline d'Adapsia qui était là et puis Aurélie pour ses précieux conseils et on se retrouve dans quelques instants. Je vais ouvrir vos micros et vos caméras. Merci beaucoup.